bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir et toujours un grand bonheur de vous recevoir aussi nombreux pour nos rencontres du soir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la météo est un petit peu surprenante pour un tout début juillet, mais finalement elle viendra peut-être nous mettre dans les conditions qui sont celles des habitants de Gaza aujourd'hui, où il doit faire extrêmement chaud, et c'est peut-être dans cette heure pendant laquelle nous allons entrer sur un territoire qui est interdit à la presse, qui est interdit aux observateurs internationaux, en tout cas pour la plupart. La chaleur est un péril particulièrement nocif pour des populations qui n'ont plus d'abri. Voilà, je voulais faire cette petite incise. Ce soir, on a donc cette conversation avec Jean-Pierre Filiu que je ne manquerai pas de vous présenter. Je suis accompagné dans l'animation de cette rencontre par un libraire qui est aussi comédien et acteur d'un grand talent. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec lui, qui s'appelle Arnaud. Pour celles et ceux qui fréquentent la librairie jeunesse et bande dessinée, vous le connaissez bien. Voilà, c'est un pilier de la librairie et ses talents de lecteur nous sont, ma foi, assez précieux et toujours très appréciés. Voilà, merci à toi Arnaud d'avoir accepté. Une petite particularité quand même qu'il faut rappeler sur ce livre, c'est que Jean-Pierre Filiu a décidé de céder l'intégralité de ses droits d'auteur à Médecins sans frontières, pour une raison précise dont il parlera probablement tout à l'heure. Voilà, donc en fait, l'acheter, c'est non seulement se documenter et trouver peut-être quelques éléments de réponse aux nombreuses questions qu'on se pose, mais c'est aussi aider une organisation qui est en tension absolue sur ce territoire. Donc voilà, c'est un petit message que je vous envoie. Suivant cette conversation, il y aura évidemment un temps de dédicace où vous pourrez échanger quelques petits mots en privé avec Jean-Pierre. Voilà, et avant que ce soit le cas, on vous demandera juste de replier votre chaise sur le côté pour favoriser la circulation. Alors, il s'est écoulé un peu plus de 600 jours depuis les terribles attaques terroristes perpétrées sur le sol israélien par les brigades Qassam du Hamas et ses alliés, avec le bilan tragique que l'on connaît. Suivi 20 jours plus tard des représailles israéliennes, un début d'opération sans précédent, par son ampleur, par sa violence, par le nombre de morts qu'elle a occasionné. Et ces représailles sont évidemment toujours en cours, puisque à l'heure actuelle, aucune solution n'a été trouvée, aucune médiation n'a été possible. Et donc cette guerre et ces bombardements et ces violences continuent exactement de la même manière. En un mois, depuis la parution très commentée d'un historien à Gaza, aux éditions des Arènes, le livre qui va nous occuper ce soir, eh bien, les événements n'ont cessé de s'emballer. Les bombardements israéliens puis américains sur l'Iran, au nom du danger existentiel que fait peser la République islamique sur l'État hébreu, en ont été les faits les plus saisissants. Alors, si nous sommes réunis ce soir autour de l'historien et professeur des universités Jean-Pierre Filiu, c'est que nous voulons comprendre, c'est que nous ressentons l'urgence de mettre des mots sur cette horreur à l'œuvre et sur les angoisses dont nous sommes la proie. Et peut-être aussi entrevoir, sinon la paix, un début de solution possible. Alors lors de notre dernier entretien, Jean-Pierre, c'était début 2024, toujours le livre du dessous, en avant-première de la parution de Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné, publié au Seuil, j'avais placé cette discussion sous l'incontestable autorité de Marc Bloch. Ce soir, j'aimerais invoquer la voix d'une autre figure, celle d'un immense historien de la Grèce antique et d'un défenseur des droits humains, Pierre Vidal-Naquet, qui écrivait « Si l'histoire sert à quelque chose, c'est à ouvrir les yeux ». Tel est le sens de ton engagement, Jean-Pierre, nous ouvrir les yeux et aussi nous tendre un miroir. En 2017, c'était celui de Damas que tu brandissais. Hop là, que
que tu brandissais devant nous dans un livre mémorable, hein, que tu publiais aux éditions de La Découverte. Alors ce dernier livre, un historien à Gaza, aurait presque pu s'appeler Le miroir de Gaza, un miroir dévasté sur lequel plane l'ombre de la mort. Je te propose, par la voix d'Arnaud, d'entrer sur ce territoire dévasté. Le trajet du 19 décembre 2024 commence au mieux pour mon groupe, avec passage fluide de la frontière jordanienne et admission de la plupart des coordonnées par la sécurité israélienne. Mais un médecin d'une association de solidarité australienne, Abdallah Al-Balawi, est longuement interrogé puis détenu. 3 précieuses heures ont été perdues. Un regard qui s'aggrave du fait de la circulation dense autour du nœud routier de Jérusalem. Le long du trajet, les emblèmes jaunes de la solidarité avec les otages détenus à Gaza sont fréquemment accompagnés de slogans hostiles au Premier ministre Benyamin Netanyahou, accusé d'avoir depuis plus d'1 an refusé un accord d'échange de détenus avec le Hamas. Lorsque notre bus se présente au terminal de Kerem Shalom, la porte en est close et le soleil s'est depuis longtemps couché. Et c'est ainsi que l'armée ismaélienne m'offre le cadeau d'anniversaire de cette arrivée de nuit et à pied dans la bande de Gaza. Il n'y a rien à distinguer dans les ténèbres environnantes. Un tel espace de tir à vue ayant été méthodiquement rasé. Notre groupe d'humanitaires ne s'attarde pas durant cette marche d'une dizaine de minutes, ouverte et fermée par 2 jeeps aux phares flamboyants. Notre arrivée a été coordonnée avec un convoi de véhicules blindés de l'ONU dans lequel nous prenons place. Ma voiture porte le numéro 8 et son chauffeur, un sexagénaire philippin, m'accueille au son d'un surf rock californien pendant que j'enfile le gilet pare-balles et le casque de circonstance. Welcome to Gaza. Alors Gaza, c'est un territoire que tu connais bien ses habitants. Y retourner dans ces conditions, et tu vas nous expliquer quelles étaient ces conditions, a été un choc d'une ampleur assez phénoménale. On en a un aperçu sur cette couverture. Je reviendrai sur la composition de cette couverture puisqu'elle dit 2 choses. Elle dit déjà ton travail d'historien, donc d'enquêteur, mais aussi ta toute première impression d'un territoire que tu connais bien et dont tu connais l'histoire, je dirais, d'une façon très approfondie, peut-être même comme assez peu de gens, en tout cas assez peu d'historiens. Bien, d'abord, merci beaucoup. Merci à toi, Pascal. Merci à toute l'équipe de 1000 pages. Merci à Arnaud pour cette lecture qui m'émeut, même si je connais un peu ces mots. Et avant de répondre, quand même rappeler que ce soir, c'est aussi un moment de fidélité. Hein, fidélité à 1000 pages. Bon. J'ai dit de nombreuses fois que la moitié du plaisir et du bonheur qu'il y a à vivre à Vincennes, c'est 1000 pages. Je le pense. Je ne dis pas ça comme ça. C'est très important. Fidélité évidemment à MSF, hein, pour les raisons que tu as rappelées. Fidélité à Gaza, ses femmes, à ses hommes. Et puis la confiance dont m'a honoré les arènes. Parce qu'un éditeur qui s'engage sur un livre dont la première ligne n'a pas encore été écrite, c'est quand même assez rare. Hein, et donc, j'ai pu, en arrivant à Gaza, savoir que mon avance avait déjà été versée à Médecins sans frontières, et ça m'a fait du bien. Surtout au vu de ce choc. D'abord l'arrivée de nuit. Alors, au cas où vous ne seriez pas conscient, on ne doit pas bouger de nuit à Gaza. On ne doit pas. C'est vraiment aller à l'encontre de la plus élémentaire prudence. Et a fortiori quand on est un étranger, hein, parce qu'un habitant de Gaza trouvera toujours peut-être les moyens, mais un étranger est visible, a fortiori quand il a été escorté par l'armée israélienne à l'intérieur de Gaza. Et que c'est dans un convoi des Nations Unies, donc effectivement un sympathique sexagénaire philippin, à qui je peux le dire maintenant, hein, j'ai demandé, j'ai pas osé le mettre dans le livre,
il avait fait beaucoup de missions de l'ONU, c'était un retraité de l'ONU. Et moi j'aime beaucoup le surf rock, hein, donc je me suis dit, bon ça va, on a quand même déjà beaucoup de choses en commun. On avait en plus le même âge, 63 ans. Moi depuis quelques minutes, mais lui depuis quelques mois. Et je lui ai demandé, sur une échelle de 1 à 10, en termes de vraiment pourri, cette mission par rapport aux autres que vous avez faites à l'ONU. Il m'a dit 10, c'est le pire. 9,5. Je crois que c'est aussi une façon de répondre. Hein. Et moi, j'ai vu quelques théâtres de guerre. J'ai pratiqué, entre autres, hein, la Syrie sous les bombardements d'Assad et de ses alliés russes et iraniens dans Alep. Mais là, on est dans autre chose. Et de nuit, c'est évidemment très choquant, hein, c'est dantesque, hein, ces ombres. Mais dès que le jour s'est levé le lendemain matin, alors là, je savais que j'étais arrivé ailleurs. Un endroit qu'on connaît, qu'on a pratiqué, qu'on a aimé, où on a des relations, des amitiés, des fidélités qui n'existent plus. Et à la place, alors j'ai beaucoup cherché les mots, hein, j'espère en avoir trouvé un certain nombre d'appropriés, mais l'idée de la mer de tente s'est imposée à moi, parce que c'est en bord de Méditerranée, et on ne voit plus la Méditerranée, parce que des deux côtés de la route littorale, c'est-à-dire y compris sur la plage, hein, y compris dans les dunes, l'humanité s'est réfugiée, parce qu'elle a été chassée, expulsée, par une violence abjecte, à coup d'ordre d'évacuation qui donne en plus une bonne conscience à celui qui les a refoulés. Et on a là, sur quelques dizaines de kilomètres carrés, plus d'1 million, entre 1 million et 1,5 million, sans doute 1,2 million femmes, hommes et enfants. Et c'est comme ici, si j'ose dire, c'est-à-dire c'est à hauteur de femmes et d'hommes. Il n'y a aucun relief. Il n'y a que des tentes, donc à peine plus hautes, peut-être le niveau de... Même pas le niveau du plafond, moins que ça. Et ça pendant des kilomètres qui finissent vite par être des heures, parce qu'on ne peut pas aller vite dans Gaza, vu que l'humanité, elle est réfugiée, mais elle est aussi en marche, c'est-à-dire elle est partout, elle est devant les véhicules, derrière, devant, autour, et du coup, on est tout de suite immergé. Alors peut-être rappelons qu'avant d'être une enclave assiégée, Gaza, et ce lapsus n'est pas totalement déplacé. Gaza était un carrefour pendant des siècles, et tu le rappelles dans ce livre extraordinaire, Histoire de Gaza, donc, qui a été republié en poche, qui est hélas indisponible pour le moment, hein, donc si tu as moyen de lancer un message... C'est fait. Voilà, et donc c'est ce que tu expliques, un carrefour, un oasis, un endroit qui a été un endroit florissant. Oui, le Wadi Gaza, c'est-à-dire le fleuve qui se jette au sud de la ville de Gaza dans la Méditerranée, dans ce qui est aujourd'hui une zone totalement militarisée, interdite aux Palestiniennes et aux Palestiniens, avait un débit plus important que le Jourdain, qui a quand même un peu plus marqué notre mémoire collective. Et le Wadi Gaza était, c'est-à-dire la vallée de Gaza, mais c'était une oasis, effectivement, qui a beaucoup frappé tous les visiteurs, évidemment les conquérants, évidemment les commerçants, les caravaniers, au fil des siècles. Et donc, l'histoire que j'ai racontée de Gaza, l'oasis, en fait, elle est interrompue brutalement et par la fondation de l'État d'Israël en 1948 et ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe, qui fait que sur une bande de terre, la bande de Gaza, qui est ce qui reste après la guerre israélo-égyptienne, qui n'a pas été conquis par le nouvel État juif, il reste
sur 1% de la Palestine, un quart de la population arabe de Palestine. Donc il est évident que cet espace va devenir un foyer de nationalisme palestinien. C'est d'ailleurs pourquoi Ben Gourion, le fondateur d'Israël, incomparablement plus visionnaire que le multi-récidiviste actuellement à la tête du gouvernement israélien, propose alors d'annexer Gaza, ça c'est le côté un peu brutal, mais aussi de reloger les réfugiés palestiniens sur le territoire d'Israël pour vider cette concentration qui ne peut que représenter un défi pour Israël. Donc depuis cette période, il y a eu 15 guerres menées par Israël contre la bande de Gaza. 15. Celle-ci n'est que la 15e, mais de loin la plus atroce, la plus longue, la plus dévastatrice. Donc en fait, dès 1948, l'alternative est posée. Soit on a, comme c'était prévu dans le plan de partage de l'ONU, un État juif et un État arabe sur cet espace qu'était la Palestine sous mandat britannique, soit on a des successions de guerres dont Gaza est inévitablement le centre. Hein, et même si on regarde ailleurs, on regarde au Liban, on regarde en Iran, cette guerre-là, sous une forme ou sous une autre, elle n'a jamais complètement cessé. Et aujourd'hui, bon, j'anticipe un peu, mais l'alternative est la même. Hein. Soit on a cette solution à deux États dont Gaza doit être partie prenante dans un futur État palestinien, soit on a une guerre épouvantable qui, pour l'instant, évidemment, voit le peuple palestinien en être la victime absolue, mais cette guerre, il n'y a aucun doute à avoir, elle absorbera, c'est un puits sans fond dans lequel l'État d'Israël sombrera. Et dès la mi-octobre 2023, je mettais en garde Israël contre le piège que le Hamas lui tendait à Gaza. Mais en Israël, justement, l'assimilation Hamas-Gaza ne permettait pas de voir que, au nom d'une victoire totale contre le Hamas, on allait tomber dans le piège de Gaza, et que même si le Hamas l'a été affaibli, il l'est très sensiblement, c'est la bande de Gaza qui a été détruite, et ça, c'est une défaite pour tout le monde, y compris pour Israël. Alors évidemment, on va revenir sur cette question qui est inépuisable de sens, mais il n'est jamais inutile en fait de décrire un objet-livre. Et celui-ci a quand même quelques éléments tout à fait remarquables. Donc il y a déjà cette couverture qui est, je dirais, très éloquente, mais dans les rabats des livres, il y a deux cartes que je vous invite à regarder, qui sont extrêmement intéressantes et qui, comme toute carte bien faite, disent beaucoup de choses. Et j'aimerais qu'on s'attarde quand même sur ce titre, un historien à Gaza. Il y a deux choses, donc il y a le lieu où cette enquête va être menée, mais il y a la question de l'historien et de son engagement, et surtout celle de sa responsabilité. Quelle est-elle, la tienne, lorsque tu accompagnes MSF, et tu nous diras d'ailleurs quel était ton rôle, parce que tu n'es pas médecin, tu n'es pas infirmier, tu n'es pas de personnel médical, je pense que tu peux aider en cas d'urgence, mais ça n'est pas ton rôle. Quel est ce sens de la responsabilité qui conduit un historien sur le théâtre des opérations ? Pour moi, il était devenu intellectuellement intenable et physiquement impossible de regarder une telle dévastation de loin, parce que je savais que quelle que soit la documentation que j'accumulais, quelles que soient les cartes, les données, cette réalité perdait son sens si on ne l'appréhendait pas directement. Et puis il y avait quelque chose de très viscéral. Je voulais être au milieu de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants. Ça n'était pas possible d'être loin. Et alors, pour Médecins sans frontières, il faut savoir que les étrangers, les internationaux, comme on dit de Médecins sans frontières à Gaza, il y a très peu de médecins. Tout simplement parce qu'en termes de médecine de guerre, de secours d'urgence, d'intervention dans des conditions extrêmes,
le corps médical à Gaza offre sans doute les recordmen du monde. Et ils n'ont pas besoin, sauf dans des cas précis de certaines pathologies, certaines blessures, d'un secours médical. Donc moi je faisais de l'accompagnement en termes de contexte. Et vous imaginez à quel point une perception plus ou moins juste du contexte est fondamentale pour une organisation qui emploie 1% de la population de Gaza, directement ou indirectement, et qui, donc c'est fondamental, vu qu'aujourd'hui, en situation de survie extrême, ces rentrées-là sont fondamentales, et qui, ça dépend des périodes, mais disons qui assure le 5e de l'approvisionnement en eau potable de Gaza. Donc c'est tout cet aspect-là qui effectivement est très dépendant du contexte, parce que où est-ce qu'on met un point de ravitaillement, par quel itinéraire le camion-citerne doit passer, quelle force il faut se concilier ici ou là. Donc ça, c'était ma toute petite et très modeste contribution à cette action collective. Et je dois dire, dans le public et dans le privé, à 63 ans, j'ai eu beaucoup de patrons, beaucoup d'expériences diverses. Ça a été un très grand moment d'humanité, de travailler avec Médecins sans frontières. Est-ce que tu peux nous dire, donc tu as décrit le contexte, peut-être 2 mots de la table de matière. C'est une table très sobre qui va nous donner à voir des situations, des instantanés, être le creuset de rencontres, et puis à certains moments aussi de recontextualisation, de retrouver du sens, de revenir à l'histoire et à l'événementiel pour bien comprendre ce qui se joue à ce moment-là. Ce livre déborde de cette humanité qui est celle d'un historien qui est aussi un citoyen. Moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est à quel point tu insistes sur la dignité des habitantes et des habitants de Gaza qui, dans des situations absolument inouïes, gardent cette dignité et cette pudeur, peut-être, c'est peut-être le mot qui convient, face au regard de l'autre. D'où vient-elle et comment pourrais-tu la décrire en quelques mots, cette dignité presque surhumaine ? Alors la dignité est au cœur du conflit israélo-palestinien. Et on voit que quand on nie les Palestiniens dans leur existence individuelle et collective, eh bien inévitablement on déclenche une agression multiforme contre leur dignité. Le summum, si j'ose dire, mais on devrait plutôt parler vraiment de l'abîme, c'est aujourd'hui ces soi-disant distributions d'aide qu'on qualifie d'aide inhumanitaire, parce qu'au-delà du fait qu'on est d'ores et déjà à plus de 500 morts au cours de ces distributions d'aide, toute forme de dignité est niée, piétinée, violée par les envahisseurs. Il n'y a même pas de formes qui sont respectées pour que cette dignité soit là, alors que, je rappelle une évidence, au cœur de l'action humanitaire, il y a le respect de la personne et de sa dignité, de son intégrité physique et morale. C'est fondamental. Et on voit que, une fois de plus, on est face à des destructeurs qui ne proposent aucune alternative. Parce que Alors peut-être 2 mots sur justement pourquoi en fait cette distribution inhumanitaire l'est à ce point. On a assisté quand même à une militarisation de la distribution de l'aide humanitaire. C'est quand même assez peu banal. Je ne sais pas si tu l'as observé sur d'autres conflits. Je crois que là, ça a pris une ampleur absolument incroyable. Donc on va revenir à la dignité, mais là moi j'ai qualifié ce qui se passe actuellement à Gaza. Voilà, vous avez vu, je cherche un peu mes mots, je suis un peu lent, cérébral, voilà. Et j'ai trouvé un néologisme, guerre inhumanitaire, à la fois du fait de la banalisation des traitements inhumains qui sont infligés quotidiennement à ces femmes, ces hommes et ces enfants, j'insiste, à ces enfants aussi, mais aussi du fait de la militarisation de l'humanitaire. Et la militarisation de l'humanitaire participe, elle,
et c'est là où Gaza nous regarde en face, et nous tend son miroir, d'un autre monde, d'un monde alternatif qu'il faut prendre très au sérieux, parce que c'est un monde sans Nations Unies, sans organisation humanitaire, sans principe de droit, fondé exclusivement sur le rapport de force et le transactionnel. Cette fondation en est la caricature, c'est-à-dire qu'ils ne font même pas semblant. Le siège social est vide, c'est une coquille vide pour un contrôle encore plus approfondi de la population par l'armée d'occupation. Et alors la dignité, elle est au cœur de cet être au monde des Palestiniennes et des Palestiniens de Gaza. C'est une société traditionnelle, alors qu'on a pu décrire à juste titre comme conservatrice, mais qui du coup respecte certaines valeurs d'honneur, d'échange, d'hospitalité. Je vous ai décrit un peu la mer de tente, les conditions infrahumaines dans lesquelles ces femmes et ces hommes vivent. Tous m'ont fait jurer, non seulement que je reviendrai, mais que cette fois, ils pourraient m'accueillir dignement, et que les quelques miettes qu'ils avaient réussi à soustraire pour m'accueillir sous la tente ou ailleurs, eh bien, là, ils pourraient vraiment me recevoir, vraiment. Et c'était très important pour eux de me le faire promettre. Alors ça, bon, voilà, c'est une petite indication dans le rapport à l'autre que je reste. Moi, je suis français et étranger à ce conflit, quelles que soient les années et les expériences que j'ai eues. Mais ce qui me... Tous les matins, et j'emploie le terme de miracle, par une espèce de miracle, tous les matins, ces femmes et ces hommes, donc dans les bureaux de Médecins sans frontières où je travaillais, arrivaient dignes, droits, propres, soignés et souriants, pour résister face à la mort multiforme qui les menaçait et qu'ils avaient peut-être menacé pendant la nuit, soit par un bombardement israélien. Bon, comme on est dans les tentes, ça veut dire que les flammes s'étendent très vite et qu'on meurt dans des conditions atroces, soit parce qu'il y avait eu un orage qui avait transformé. Alors imaginez qu'ici on est dans un cloaque boueux, et ils arrivaient, alors que je savais les conditions sanitaires, de non-hygiène dans lequel ils vivaient. Et ça, c'était leur victoire quotidienne contre cette agression. Et ils ne voulaient pas céder. Et ils voyaient bien qu'on essayait de les avilir. Comme aujourd'hui, quand on jette là, ces cajots, ces colis, qu'on les oblige à ramper, qu'il y a de la farine est mêlée au sang et mêlée au sable, et qui sont obligés de la ramasser à la main. C'est infâme d'infliger ça à d'autres êtres humains. Et effectivement, la pudeur. Alors ça bon, les Palestiniens sont très pudiques. Ça ne les a pas toujours servis dans l'histoire, parce qu'ils ont toujours été assez pudiques dans le récit de leur tragédie. Il y avait beaucoup d'euphémismes, et souvent on ne comprenait pas que c'était un euphémisme et qu'il fallait gratter un peu pour comprendre l'ampleur de la perte. Et donc, je ne dirais qu'un mot, parce que c'est un mot-clé, sab, difficile. Quand ils vous disent difficile, ça veut dire qu'en fait, la nuit, ils n'ont pas pu dormir à cause des bombardements, qu'ils ont été dans la boue jusqu'aux genoux. Ils disent difficile. Sinon, ils disent non, tout va bien. Tout va bien, c'est juste ne rien avoir à manger, de descendre, n'avoir aucune perspective d'avenir. Donc, quand on entend difficile, on sait que c'est terrible. Et ils vont très rarement au-delà, sauf évidemment lors des chocs qu'on peut imaginer, les morts, où là, parfois, ils s'épanchent, mais pas toujours, vu que ils m'ont dit plusieurs fois que
le plus dur dans cette guerre, c'était de ne pas pouvoir pleurer. Et qu'ils gardaient leurs larmes pour l'après-guerre, quand ils pourraient enfin se laisser aller. Voilà, je pourrais en dire d'autres, mais je crois que c'est assez fort. Alors en t'entendant, on a le sentiment d'avoir vu certaines images qui nous ont marqués, d'avoir déjà entendu des récits, et pourtant, finalement, il y a très peu d'informations qui viennent jusqu'à nous, et les seules informations de première main que nous avons sont celles que nous récupérons auprès d'un corps professionnel martyrisé à Gaza, c'est celui des journalistes. Et Arnaud sera ta voix sur cette question capitale qui est celle de l'information. C'est aux premières heures du 3 janvier 2025 qu'une bombe s'abat sur le domicile familial d'Omar Diraoui, au nord de Der al-Bala. Ce photoreporter de 21 ans, qui avait acheté sa caméra de ses propres deniers dès le début de ses études, était un collaborateur régulier des médias locaux et internationaux. Il avait la veille étouffé ses larmes au cours des funérailles de son propre frère. La frappe qui lui coûte la vie emporte aussi sa mère, son père et d'autres parents. L'armée israélienne ne donne aucune justification pour une telle frappe, qui s'inscrit dans une série de bombardements quotidiens sur le sud du corridor de Netzarim. Il est impossible de savoir si les envahisseurs envisagent d'élargir cet axe militaire, qu'ils ont d'ores et déjà fortifié, ou s'ils veulent juste démontrer leur puissance de feu à une population terrorisée. Diraoui s'était révélé lors du conflit en cours, sillonnant l'enclave palestinienne pour témoigner des différentes facettes de la tragédie. Sur son compte Instagram, il se mettait en scène, caméra à la main, carte professionnelle autour du cou, sanglé de son gilet pare-balles à la mention « Presse ». Me voici aujourd'hui. Un survivant de 4 guerres. Quant à la 5e, j'attends qu'elle s'achève, entre le son des bombardements et les décombres des immeubles, l'odeur de la poudre et du sang, la vue des cadavres et des morceaux de corps, les amis qui disparaissent, les collègues qui nous quittent. Diraoui avait en effet survécu aux guerres de 2009, 2012, 2014 et 2021, avant d'être emporté par celle-ci. Alors il me semble assez important d'aborder cette question. Tu nous diras à quel point les journalistes ont été des cibles gratuites par les tirs israéliens, les bombardements ciblés, les attaques de drones, et peut-être l'articuler quand même à cette question de la guerre de l'information qui est très importante, qui a été menée par Tsahal et le gouvernement israélien, et peut-être nous dire si ça n'est pas là pour le moment la seule véritable victoire, sans doute provisoire, du gouvernement Netanyahou dans cette guerre. Alors Netanyahou est un obsédé de la com. Donc bien avant tout le monde, il a décidé qu'il ferait de la com et pas de la politique, et que la politique serait une conséquence de sa com. Donc il faut savoir que la bande de Gaza est interdite aux journalistes israéliens depuis 18 ans. Depuis que, en faisant cette assimilation frappante, la bande de Gaza, et non seulement le Hamas, a été considérée collectivement comme une entité hostile. Ce qui veut dire qu'aucun Israélien n'a pu y pénétrer en dehors d'opérations militaires. Évidemment, je mets de côté le cas tragique des 250 otages qui ont été kidnappés le 7 octobre 2023 et qui ont été acheminés dans Gaza, évidemment contre leur volonté de vive force. Sinon, aucun Israélien ne rentre dans Gaza autrement que dans un tank. Donc, ça peut expliquer beaucoup de choses dans l'ignorance de la réalité de Gaza, de la réalité humaine, politique, sociologique. Et ça peut expliquer aussi beaucoup de choses du fait que, comme on ne connaît pas, on détruit. Et on détruit, du coup, tout ce qui dépasse. Et ça, c'est quand même très frappant. Alors, Gaza a un certain nombre de tristes records mondiaux.
c'est l'endroit au monde le plus dangereux pour les enfants, c'est l'endroit au monde le plus soumis à la faim, c'est l'endroit au monde le plus dangereux pour les personnels de santé et pour les humanitaires, et c'est de très loin l'endroit au monde le plus dangereux pour les journalistes. En 2023, 3/4 des journalistes tués dans le monde entier l'ont été à Gaza. En 2024, 2/3. Enfin, la proportion reste quand même inimaginable. Et en fait, c'est la seule victoire, si j'ose dire, et avec toutes les précautions que tu as déjà mentionnées, qu'Israël a remporté. Parce que alors, sur le terrain, ils n'ont remporté aucune victoire. Enfin, si c'est une guerre contre le Hamas, alors cette guerre-là, elle n'a pas été gagnée, même au bout de 21 mois. Bien au contraire. Tandis qu'en termes de médias, on voit bien que dès qu'on dit quelque chose qui dérange, on peut être très vite attaqué comme étant le porte-parole des terroristes, comme ayant des sympathies coupables avec le mal incarné qu'ils représentent. Et il y a un élément assez frappant. Moi, je rapportais dans le livre le fait que l'aide humanitaire, il n'y a aucun témoignage de pillage par le Hamas. En revanche, il y avait un gang lié à Israël qui, depuis l'automne dernier, opérait ouvertement avec le soutien des Israéliens, non seulement en termes d'armes et de financement, mais aussi de drones. Et je sentais dans les interviews que là, quand même sur ce point-là, ça coinçait, quoi. On m'écoutait, mais on disait, mais enfin, quand même là, peut-être que... Et j'ai été sauvé par Netanyahou, qui l'a reconnu publiquement. Et donc, à partir du moment où il l'a reconnu publiquement, on a commencé à citer tous ces éléments qui passaient pas très bien auprès des médias comme étant avérés et documentés, vu que Netanyahou les avait confirmés. Et Netanyahou, avec son côté imperturbable, bah oui, on soutient des clans contre le Hamas, et on a bien raison, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut faire, et pas autrement. Bon, à titre d'information, c'est pas un clan, c'est une bande de pillards qui ont tous été reniés par leur famille, tellement ils ont de sang et d'autres substances sur les mains. Trafiquants de drogue, violeurs, la plupart se sont échappés des prisons palestiniennes à la faveur des bombardements israéliens. Bon, quand on n'a que ce type de relais dans la population locale, on peut quand même s'interroger sur la viabilité à terme d'une stratégie. Mais pour revenir sur j'ai vraiment mesuré sur place, et c'est une des raisons du livre, au-delà de l'enquête d'historien, le décalage entre ce qu'on croit savoir et la réalité. Or, sur Gaza, beaucoup de gens sont convaincus qu'ils savent ce qui se passe. C'était très frappant à mon retour. Alors là, ce n'était pas avec les médias, mais en voyant les uns les autres. Et ah oui, alors raconte-nous Gaza. Et puis je commençais à parler, et puis on me répondait, et puis on m'expliquait Gaza. On m'expliquait, ah oui, là, alors le plus beau, excusez-moi, mais c'était évidemment les journalistes français qui disaient qu'ils revenaient du terrain parce qu'ils avaient été filmés avec leur gilet pare-balles et leur casque sur une colline en territoire israélien qui surplombe Gaza, et donc ils avaient fait des directs comme s'ils étaient sur le théâtre de guerre, et puis c'était bien parce qu'il y avait des nuages de fumée du fait des bombardements derrière. Eux, ils revenaient du terrain. Et visiblement, ça ne les avait pas troublés de n'avoir aucun accès au terrain. Donc là, il s'est passé quelque chose de très grave pour nos démocraties. C'est-à-dire qu'on a accepté qu'une puissance occupante interdise l'accès à un théâtre de guerre à toute la presse internationale. D'où les risques énormes, compris les Omar Diaoui. Bon, excusez-moi, ça fait un peu... Mais il est plus jeune que mes enfants, Omar Diaoui. Et c'était lui qui va être tué à 21 ans, qui assumait cette responsabilité qui devrait être celle des grands médias, de témoigner sur place, avec un appareil photo qu'il avait acheté avec ses économies, et en prenant des risques invraisemblables. Bon, moi je suis très lié à l'Ukraine, très engagé. Imaginons une seconde que depuis février 2022, tout ce que nous sachions sur l'Ukraine soit produit par Moscou, soit par des journalistes accrédités auprès de l'armée russe, et que les seules images que nous ayons officiellement
de l'Ukraine soient celles qui sont produites par des journalistes entrant en Ukraine dans des blindés russes et reprenant les éléments de langage des Russes, pendant que les journalistes ukrainiens auraient été systématiquement liquidés par des frappes plus ou moins ciblées et traités évidemment d'être des terroristes, des nazis, ce qui est la base de la propagande russe, comme de la propagande israélienne. Vous pouvez pratiquement reprendre les éléments de langage sur ce que dit Poutine sur les Ukrainiens et ce que dit Netanyahou sur les Palestiniens. Eh bien, dans un cas, évidemment, le monde entier ne l'a pas supporté une seconde, et c'est fort légitime. Et de nombreux journalistes, entre autres français, ont payé de leur vie leur courage en Ukraine. Et dans l'autre cas, eh ben, on a laissé faire. Alors si on avait juste laissé faire, mais on a continué de présenter micro, caméra, plateau télévisé, au porte-parole de la propagande d'un gouvernement qui mène une agression ouverte, sans aucun phare. Et non seulement on l'a accepté, mais en plus, on a, et ça, là vraiment vu de Gaza, on a l'impression qu'on tue les Palestiniens 2 fois. Parce que non seulement on les tue quand on les tue, mais en plus on dit, de toute façon, s'il a été tué, c'est qu'il était terroriste. Cette espèce de raisonnement, voilà. Donc prouvez-nous qu'il n'était pas terroriste. Prouvez-nous qu'il n'était pas terroriste. Pour que nous admettions qu'éventuellement, peut-être, nous avons fait des erreurs. Là, la dernière, si j'ose dire, c'est que, comme ça commence à faire très très désordre, les massacres autour des centres de distribution israélo-américains, je dis israélo-américains parce que c'est l'armée israélienne, mais il y a les mercenaires américains de sociétés privées, donc ils viennent de sortir, c'est le Hamas qui tire sur les gens pour discréditer l'armée israélienne. Mais vous savez qu'il y a des gens qui le croient en ce moment, qui le croient, et comment peuvent-ils le croire ? Soit ils ont quelques petits préjugés à l'égard des Arabes, des musulmans en général et des Palestiniens en particulier, mais surtout parce qu'il n'y a personne sur place. Et donc la clé de tout, et ça je suis formel, la clé, elle n'est pas dans... Alors évidemment, moi je rêverais que les principes du droit humanitaire entrent en vigueur, pas demain, ce soir à Gaza. Mais la clé, c'est le libre accès de la presse internationale à Gaza. Parce que je peux vous dire que si moi je vous ramène ça, à mon tout petit niveau, vous imaginez quand toutes les Christiane Amanpour et tous les Pulitzer et tous les prix Bayeux de la Terre seront sur place, les images qu'ils vous rapporteront. D'ores et déjà, on voit ça, fort heureusement, dans la presse israélienne avec le Haaretz, qui ne peut pas aller sur place, mais qui a fait justement un reportage sur les tueries dans les distributions d'aide humanitaire, qui a, semble-t-il, provoqué quand même un certain vacillement dans une opinion qu'on dit complètement quand même mobilisée et verrouillée. Donc ça, c'est très, très important. Alors, juste voilà, j'en profite, je vais le dire maintenant, parce que je voulais quand même le dire ce soir, mais... Quand le livre est sorti, immédiatement le Haaretz m'a demandé d'intervenir dans leur colonne. Ils m'ont fait 4 pages. Un éditeur israélien va publier le livre en hébreu. J'ai eu beaucoup de témoignages après l'entretien au Haaretz, ou généralement de mes amis israéliens. Donc il sortira en hébreu à Tel Aviv et pratiquement au même moment, il sortira en arabe à Ramallah. Qui est cette... alors il y a déjà une demi-douzaine d'autres traductions en langue étrangère, mais que ce livre soit traduit en hébreu à Tel Aviv, en arabe à Ramallah, et pas au Caire ou dans le Golfe ou que sais-je, mais en Palestine. Ça, je ne vous cache pas que c'est un grand réconfort. Alors je voulais juste qu'on termine... Peut-on réellement terminer, mais en tout cas pour le moment que nous passons ensemble sur les journalistes, parce qu'il y a un prix Bayeux qui est à Gaza, il s'appelle Rami Aboujamou. Ceux qui suivent quelques médias lorsqu'ils sont intéressants ont pu voir à quel point tu étais ému lorsque tu as pu être en liaison avec lui lors
d'un entretien sur France 24. Dis-nous qui est Rami, dont le livre est évidemment disponible à la librairie. Il s'appelle Gaza Vie aux éditions Stock. C'est un très beau livre. Livre pas tant de journalistes que d'hommes qui essayent de faire son métier en protégeant la vie des siens, et notamment de cet enfant qu'il a eu sur le tard. Alors, Rami Abou Jamous, si j'ose dire, c'est vraiment l'incarnation de cette pudeur. On peut être avec lui, il raconte des choses terribles, toujours d'une voix très calme, avec un sourire qui n'est pas forcé, parce que voilà, face à ça, voilà, pourquoi pleurer encore plus? Très méthodique. Donc, il y avait une maison de la presse à Gaza, hein, dont Rami était un des piliers. Et cette maison de la presse, non seulement elle formait des professionnels, mais elle est formée aussi à contredire la propagande du Hamas. Hein, c'est pas parce que je parle de propagande israélienne que je suis naïf un millième de seconde sur la manipulation permanente que la propagande islamiste opère aussi. Sauf que la meilleure façon de casser la propagande du Hamas, c'est quand même d'avoir des observateurs sur place. Alors j'avais rappelé un exemple très simple, hein, lors des libérations d'otages israéliens en janvier, février, il y a eu des scènes abjectes, hein, où la dignité, l'intégrité de ces otages était violée par les geôliers islamistes, et on avait l'impression qu'il y avait une foule autour. Or, il suffisait de prendre un peu de hauteur au sens propre, et on voyait qu'il n'y avait personne. Ils avaient choisi, mais une des places les plus c'est à peine plus grand que 1000 pages, quoi, pour mettre en scène et donner l'impression que les masses étaient avec eux. Donc c'est là où, comme pour beaucoup de choses, la campagne israélienne se retourne, et c'est ma conviction qu'elle se retourne d'ores et déjà contre Israël, hein, parce que des témoins professionnels auraient pu démasquer le subterfuge très simplement. Et donc Rami, il avait aussi formé des journalistes à voilà, essayer de sortir de ce qu'on appelle à Gaza le cauchemar dans le cauchemar, hein, la domination islamiste dans l'occupation israélienne. La maison de la presse a été détruite, comme toutes les institutions sociales, culturelles, éducatives, artistiques, a été détruite, en plus dans un quartier où les coordonnées GPS avaient été données et où le bâtiment à droite, le bâtiment à gauche n'ont pas été touchés. Donc c'est difficile de s'interroger. Et la maison de la presse, en octobre 2023, distribue 80 gilets pare-balles à 80 journalistes, et des dizaines d'entre eux sont morts une année plus tard. Hein. D'ailleurs, les journalistes disent, voilà, on continue à les porter, mais on pense que ça nous désigne plus que ça ne nous protège. Donc Rami Abou Jamous a eu 3 fois le prix Bayeux des correspondants de guerre. Donc Bayeux Calvados, c'est la rencontre annuelle en octobre des correspondants de guerre du monde entier, avec, voilà, au cimetière de Bayeux. Donc c'est pas rien, le cimetière de Bayeux, quand même, dans l'histoire de France, et l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une stèle sur les journalistes qui ont été tués d'année en année. Hein, voilà. Donc il y a beaucoup de Palestiniens en ce moment qui sont signalés. Et donc Rami Abou Jamous a été honoré, de même que Mohamed Salem de Reuters. Bon, c'est cette photo, vous avez sans doute vu, la Pietà de Gaza, hein, qui est une photo très 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 forte où on ne voit pas les visages de cette mère sur son enfant tué. Donc, dans la profession, et a fortiori chez les reporters de guerre, c'est pas uniquement du respect, c'est de l'admiration qu'ils ont pour leurs collègues palestiniens, hein, parce qu'ils savent dans quelles conditions ils opèrent. Et je mentionne aussi Shrouq Aïla, qui elle est une journaliste, et elle, son mari était journaliste, et son mari l'a sauvée ainsi que leur enfant en se jetant sur elle lors d'une frappe. Et elle a repris l'agence de son mari. Et voilà, là aussi, je raconte notre rencontre.
elle a été honorée, distinguée par le Freedom of the Press Awards à New York. Et donc, évidemment, aussi bien Rami Abou-Jamous que Shrouk Aïla n'ont pas pu se rendre et n'ont pu le recevoir que par truchement. Alors, plus grand-chose debout à Gaza, plus d'écoles, plus d'universités, plus de maisons de la presse, on vient de le dire, et également, peut-être très bientôt, plus du tout d'hôpitaux. Et je laisse la parole à mon ami Arnaud. Le 13 février 2024, les assaillants n'autorisent plus que le personnel de santé et les malades, ainsi qu'un accompagnant par malade, à demeurer dans l'hôpital, exigeant l'évacuation de tous les autres réfugiés. La panique gagne quand une frappe israélienne tue 3 personnes et en blesse 10 à l'intérieur même de l'hôpital. Dans la nuit du lendemain, un tir d'obus tue une personne et en blesse 10. À l'aube du 15 février, les militaires israéliens investissent l'hôpital, détruisent équipements et ambulances avant de procéder à un contrôle systématique. Ils marquent d'une croix au genou ceux qu'ils vont interroger sur place et d'une croix au front ceux qu'ils emmènent vers une destination inconnue. Le lendemain, la coupure de l'électricité entraîne le décès de 4 patients en soins intensifs. Le jour suivant, c'est l'eau et la nourriture qui viennent à manquer. Il faut pourtant attendre le 22 février pour que l'armée israélienne évacue un hôpital mis hors service et très endommagé, privé d'eau, de nourriture et d'électricité, avec toujours une centaine de patients. L'interminable guerre d'Israël contre la bande de Gaza, plutôt que contre le Hamas, s'égrène en une épuisante série de sièges, d'occupations et d'évacuations des différents hôpitaux. Certains arrivent à surmonter un choc d'une telle violence et à reprendre leurs opérations, réparant et réhabilitant leur installation pour continuer de servir leur communauté. D'autres, dévastés par les hostilités, sont contraints de fermer après le premier ou le deuxième assaut. Durant les seuls 10 premiers mois du conflit, 35 des 36 hôpitaux de Gaza ont été mis hors service à au moins une reprise. 31 ont subi des frappes de l'armée israélienne. 11 ont été assiégés, dont 5 à 2 reprises. Et 10 ont été occupés, dont 4 à 2 reprises. Alors que reste-t-il du système de santé à Gaza ? Donc la situation que je décris, qui donc s'arrête en janvier, était déjà calamiteuse. L'hôpital qui est cité dans cet extrait, c'est l'hôpital Nasser à Khan Younes, où j'ai passé pas mal de temps. Cet hôpital aujourd'hui est non seulement assiégé, il est dans une zone de guerre. Il a été visé à plusieurs reprises et ce siège signifie concrètement que un sac de farine, pour arriver, un sac de farine de 25 kg, il faut débourser $2000 pour arriver à l'infiltrer et faire un peu de pain pour les malades et les soignants. Mais si j'ose dire, c'est pas ça le pire. Actuellement, et je veux pas, mais voilà, faut quand même entendre certaines choses. Il y a des enfants qui ont besoin, des nourrissons qui ont besoin de lait médicalisé. Actuellement, au moment où je vous parle, qui sont donc menacés de mort si ce lait médicalisé n'entre pas. Le Monde a rapporté le témoignage récent d'un médecin qui avait voulu apporter, donc, comme moi, dans ses effets personnels, du lait médicalisé pour les enfants. Ce lait lui a été retiré et il n'a pas pu l'amener. Alors, je ne sais pas dans quel monde le lait médicalisé pour enfants a un double usage terroriste. Je sais que moi-même, quand je suis rentré, je devais avoir des ordonnances pour les médicaments que j'amenais, au cas où j'en aurais amené à des malades locaux. De même que je ne pouvais avoir que 3 kilos de nourriture et 1 pour chaque produit, pas plus d'1 kilo, au cas où j'aurais amené trop de sucre ou trop de... que sais-je. Donc,
quand on en arrive à cela, là on peut vraiment s'interroger sur l'humanité et l'inhumanité. Je crois que ça se passe de commentaires. Alors, imaginons, alors c'est une petite mini-dystopie dans cette conversation. Si l'objectif du gouvernement israélien avait été de libérer le territoire palestinien de l'emprise du Hamas, comment aurait-il dû faire ? Déjà, ça aurait pu... Le si a son poids. Hein, oui, mais en 2021, des élections étaient prévues en Palestine. Élections pour la présidentielle. Le Hamas avait promis de ne pas présenter de candidat et Mahmoud Abbas, l'actuel président de l'autorité palestinienne, avait promis de ne pas se représenter. Le Hamas perdait les élections à Gaza. Voilà. Donc ça, c'est déjà une réponse. Or, au lieu de cela, donc le président palestinien a repoussé ces élections et les États-Unis, l'Union européenne ont oublié tous leurs engagements en faveur de la démocratie pour dire « Ouh là là, heureusement qu'il n'y a pas eu des élections. La dernière fois que les Palestiniens ont voté, ils ont voté pour le Hamas. » Donc comme chacun sait, les peuples ne bougent pas, les peuples ne changent pas. Le fait qu'à Gaza, les Palestiniens aient fait l'expérience cruelle du népotisme, de la violence et de l'arbitraire du Hamas, comme de toute façon on avait fini par assimiler Gaza et le Hamas, parce qu'on avait fini par s'habituer à un monde où Gaza était retranché de l'humanité. Ça faisait 16 ans, le 7 octobre 2023, 16 ans que Gaza était sous blocus. Je rappelle que le blocus est un acte de guerre. Donc, la seule défaite qu'on peut infliger au Hamas, c'est une défaite politique. Et elle ne peut être infligée que par une alternative palestinienne crédible, patriote et effective, avec un contrôle effectif sur le terrain. Or, Netanyahou, qui est cohérent, Netanyahou ne veut pas d'État palestinien, c'est très clair, il ne veut qu'il n'y ait, il l'a dit à de multiples reprises, qu'une souveraineté juive entre la Méditerranée et le Jourdain. Donc, de crainte qu'une autorité palestinienne un peu crédible à Gaza relance la solution à deux États, il a préféré n'avoir aucune alternative politique au Hamas. Donc déjà ça, c'était joué d'avance. Donc après la destruction, la démolition, la liquidation de la classe moyenne, la liquidation de tous les foyers de résistance culturelle, artistique, sociale à la domination islamiste. Et maintenant, les gangs, les gangsters, qui font du coup apparaître le Hamas comme relativement protecteur. J'insiste sur le relativement. Donc, mais c'est encore pire que cela. Quand je dis les Palestiniens me surprennent toujours, c'est vrai aussi à Gaza, et malgré cette expérience récente. C'est-à-dire qu'en mars, je vois, parce que je les reçois alors là, avec un délai très court, des images de manifestations contre le Hamas. D'ailleurs, je les partage avec toi, tellement je me dis, mais ça, c'est la Syrie en mars 2011. Et la Syrie en mars 2011, jamais j'aurais imaginé que les gens auraient le courage de descendre contre Assad, quand on sait ce que ça peut, ce qu'on peut encourir, non seulement soi-même, mais la famille, en termes de représailles collectives. Le Hamas, c'est pas beaucoup mieux. Donc, si on veut vraiment finir avec le Hamas, on suspend les bombardements le temps des manifestations. Ça paraît quand même rationnel. Et on laisse ce mouvement de contestation s'étendre. Que nenni. Les bombardements se sont intensifiés et donc le Hamas, sous le couvert des bombardements, a pu réprimer. 2 mois plus tard, les Palestiniens redescendent pour manifester contre le Hamas. Parce qu'une espèce de satrape islamiste à Alger a dit « Nous avons 100 000 martyrs, nous pouvons en donner 10 fois plus ». Alors là, non.
Et les gens descendent en disant nous voulons vivre, et en insultant, je vous épargne le nom du monsieur, qui de toute façon sombrera dans les poubelles de l'histoire, et en disant des choses horribles sur lui et sa parentèle. Mais même chose, est-ce qu'on arrête les bombardements 1 heure, 2 heures, 1 jour? Non. Donc de nouveau, le Hamas a pu réprimer. Donc on en est là. Et il est évident que plus on évacue ce qui fait l'humanitaire et donc l'humanité à Gaza, les Nations Unies, qui ont de plus en plus de mal à rentrer, la coordination qui a été décrite, c'est-à-dire qu'il y a certaines agences, je ne vais pas les citer, qui voient leur chef de mission refuser d'accès à Gaza 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les humanitaires, le comité international de la Croix-Rouge qui a été frappé 2 fois, alors que c'est la seule instance qui peut libérer les otages. Donc on peut quand même s'interroger sur ce que tout cela signifie à terme. Eh bien évidemment, on restera avec le choc des monstres. Et le Hamas, comme monstre, il se pose là. Donc on fait exactement le contraire. Mais là, j'insiste tout de suite, au cas où on pourrait déduire de cet échange qu'il y a une volonté claire d'Israël, qui aurait une forme de pari. Non, c'est même pas ça. C'est lié à cet aveuglement idéologique, à ce refus de prendre en compte la réalité palestinienne. Et la réalité palestinienne, c'est la réalité d'un peuple qui a des droits comme tous les peuples, et entre autres le droit à l'autodétermination. Et donc, tant que ce droit et cette réalité sont niés, ce qui signifie concrètement, tant que Gaza restera retranché du monde et de l'humanité, c'est-à-dire c'est pas seulement faire rentrer de l'aide humanitaire à Gaza, ça c'est quand même le minimum qu'un monde digne de ce nom devrait obtenir tout de suite. Mais il ne doit pas être envisagé 1 seconde que le blocus de Gaza perdure. Le blocus de Gaza signifie le Hamas domine Gaza. Il faut rouvrir Gaza au monde et il faut évidemment que le monde revienne à Gaza. Pour ça, il faudrait peut-être que le monde le veuille un peu plus qu'en ce moment. Alors tu as choisi de terminer la rédaction de ce livre à Kiev. Ça, évidemment, c'est rempli du sens que tu as déjà esquissé dans cette conversation. Est-ce que tu peux nous le préciser, en quoi ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe à Gaza aujourd'hui sont 2 préfigurations d'un monde dont, bien entendu, nous ne voulons pas, mais qui est en train de se construire malgré notre désarroi? Donc, pour moi, bon, à un moment, c'était même un motif d'humour sur les plateaux télé, où on me disait, est-ce que tu auras ton hoodie Fight Like Ukrainians ou pas? Et il y a même certaines chaînes, je ne dirais pas lesquelles, qui, quand je ne l'avais pas, elles étaient très déçues, parce que c'était devenu une espèce de produit d'appel. Et effectivement, parler de la Palestine avec les couleurs de l'Ukraine, ce n'était pas forcément évident. Je constate que je les ai toujours, le jaune et le bleu. Donc, Slava Ukraini, Heroyam Slava. Donc, dans les 2 cas, je ne vais pas pousser le parallèle trop loin, mais dans les 2 cas, parce qu'il faut... On a une puissance occupante, annexante, qui nie la réalité et la légitimité du nationalisme de l'autre, et qui l'assimile à une bande de terroristes et de nazis. Dans les 2 cas, si vous écoutez les discours de Trump, j'y viens, de Poutine et Netanyahou, c'est très clair. C'est très clair. Et dans les 2 cas, ce que veulent Poutine et Netanyahou, avec maintenant le renfort évidemment ébouriffant de Donald Trump, c'est mettre à bas l'ordre issu de la Deuxième Guerre mondiale. Avec les conventions de Genève de 1949, la déclaration évidemment des droits de l'homme de l'ONU, tout ce qui fonde l'ordre humanitaire. Et donc dans les 2 cas, Poutine et Netanyahou disent « Ah ben nous on est très humanitaire, mais au cas par cas. » C'est-à-dire ça ne peut pas nous lier les mains.
hein, le militaire doit prévaloir, ce qui est la négation totale de l'humanitaire. Et quand on militarise en plus l'humanitaire, comme on a vu, hein, à Kherson et ailleurs, il y avait des distributions d'aide humanitaire par l'armée russe pour montrer que les populations ukrainiennes étaient ravies d'avoir été libérées de l'oppresseur Zelensky. Hein. Donc, alors, la menace, c'est évidemment que avec Trump, le triangle est complet. Et il y a 1 an et demi, j'écrivais donc dans ma chronique du Monde, tous les dimanches matins, que le destin de l'Europe se jouera en 2024 à Gaza. En 2024. En 2024. Parce que si l'Europe laissait se refermer sur elle le piège de ce triangle, hein, eh bien, elle aurait beaucoup de mal avec sa sécurité, sa prospérité et tout ce qui va avec. On y est. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit des dirigeants européens qui, arrivent à se mobiliser plus ou moins pour l'Ukraine, mais qui considèrent que le Moyen-Orient, non, c'est pas pour l'Europe. Le Moyen-Orient, comme chacun sait, les Américains font du très bon travail, ils stabilisent dans le respect du droit international, c'est très clair. Et il y a même la petite musique que j'ai entendue, c'est pour ça que je me permets de la... Non mais on va les laisser tranquilles sur Gaza, comme ça ils continueront à nous aider sur l'Ukraine. Alors là, on se dit qu'effectivement, lire des livres d'histoire, c'est peut-être pas mal quand on est dans des positions de décision politique. Hein, au cas où vous n'auriez pas lu les toutes dernières nouvelles d'Ukraine, actuellement il y a une crainte terrible en Ukraine, non seulement que les États-Unis réduisent substantiellement leur soutien à l'Ukraine, ça c'est déjà le cas, mais aussi que certains matériels extrêmement sensibles, notamment en termes de défense antiaérienne, défense antimissile, partent une fois pour toutes vers Israël, alors que voilà, Kiev est dorénavant la cible des raids les plus violents de la part de l'armée russe, vu que ce ne sont pas seulement les drones de fabrication iranienne, mais désormais produits sur le territoire russe, mais des missiles balistiques qui sont tirés sur les grands centres urbains. Donc, quand même, je ne vais pas dévoiler quelque chose qui m'a fait assez plaisir à écrire, d'autant que c'était des retrouvailles avec un écrivain ukrainien, Andrei Kourkov, avec qui j'avais eu l'honneur, le plaisir de débattre à la faveur du dernier Festival America. Mais ce livre commence par un Samson israélien, qui est le Samson décrit par mon distingué collègue, Yuval Noah Harari, hein, qui dit que voilà, le Samson israélien est en train de faire s'écrouler le temple, donc pas seulement le temple des Philistins dans la Bible, mais le temple du droit international, sur tout le monde, sur tout le monde. Mais il s'achève par un Samson ukrainien, et j'espère, grâce à ce Samson ukrainien, quand même sur une note d'espoir. Mais j'ai tenu à ce que le livre s'ouvre à Gaza pour se conclure à Kiev. Et donc après cette entrevue de la note d'espoir qu'on laissera les lectrices et les lecteurs découvrir dans l'intimité de la lecture, on va revenir quand même sur une note de gravité avec une dernière lecture qui conclura cet entretien, passage qui m'a fortement impressionné. Il n'y a plus de date pour la mort à Gaza. Elle peut s'inviter à sa guise dans le calendrier familial, emporter les plus jeunes avant leurs aînés, frapper en plein jour comme au cœur de la nuit, après un ultimatum ou sans avertissement, sur une route dégagée, au milieu d'un marché, entre deux tentes, à l'entrée d'un corridor, parce qu'on a pris ce tournant, parce qu'on ne l'a pas pris, parce qu'on est sorti, parce qu'on est resté. La mort est dorénavant chez elle partout, dans les blocs à évacuer, dans la zone humanitaire, dans les foyers auxquels on s'accroche au-delà de la raison, dans les refuges où l'on a cru à la protection internationale. Mais cette mort n'est plus celle des tragédies d'antan et des guerres précédentes. Cette mort insatiable n'est plus la même, non. Elle a changé, monstrueuse et mutante. La mort,
On l'a croisé avant dans le regard fier des portraits des héros martyrs, avec lesquels chaque faction, au premier rang desquels le Hamas, marquait l'espace urbain du sacrifice des siens. Ces effigies posthumes ont aujourd'hui disparu, hormis de rares affiches jaunies au détour d'une ruelle, car il faut bien des murs pour y accrocher des portraits. Ce sont des enfants martyrs dont on signale désormais la présence, là, sous les décombres, avec leur nom griffonné sur un bloc de ciment et, parfois, l'esquisse d'un visage attendrissant. Ils sont ainsi des milliers à rester ensevelis sous les ruines, des disparus de tout âge, que la défense civile et les parents bouleversés ont cherché en vain à sauver et n'ont même pas eu la consolation d'exhumer. La mort. On lui accordait autrefois son temps et sa place. La dépouille était nettoyée avec soin, toilettée, purifiée. Elle était enveloppée dans un linceul blanc de 3 étoffes. Les prières étaient prononcées avec respect et émotion devant les proches rassemblés. 3 jours étaient ensuite réservés pour recevoir les condoléances et commencer à faire son deuil. La mort d'aujourd'hui jette les veufs et les orphelins jusque dans la face sombre des hôpitaux, là où le décès est enregistré, officialisé, là où le corps est déposé, lavé, restitué dans un linge blanc, vite, trop vite, parce que tant d'autres corps attendent, parce que le temps est compté, parce que la place est comptée. Eh bien, mon cher Jean-Pierre, merci pour la puissance de ton exposé. Merci à vous. Merci pour ce livre indispensable, je crois, qui vient, ma foi, couronner provisoirement une bibliographie absolument incontournable pour qui veut comprendre le Proche et le Moyen-Orient. Merci pour l'homme que tu es et pour la force avec laquelle tu nous amènes sur un chemin d'humanité. Merci Jean-Pierre, merci à toutes et à tous. Merci à toi Arnaud pour tes lectures et cette complicité toujours réinventée. Et puis il ne vous aura pas échappé que notre complice vidéaste David était là, donc vous retrouverez dans quelques jours cette rencontre sur le site internet 1000pages.fr. Voilà, merci à toutes et à tous. Je ne vais pas vous redire votre petite mission de la fin. Voilà, on va rallumer la lumière et puis libre à vous de venir voir Jean-Pierre, de faire dédicacer, enfin tout ça, tout ça. Jules de Ben Ali. Je l'avais comme prisonnier d'opinion en Tunis. Ah oui. Et puis je m'entends très bien avec sa femme aussi. Alors, c'est super. Merci à vous deux. Merci. C'est surtout vous un grand merci. Merci beaucoup. Sonia. Je sais pas comment vous faites pour pas être fou quand vous allez sur le terrain. En fait, sur le terrain, c'est pas tellement là qu'on devient fou, c'est quand on revient et qu'on se rend compte du décalage dans la perception. C'est ça. Ce soir. On ne pas assez à des interrogations. Ah oui, non. Je m'appelle Laura. Laura. Et la URA. Originalité.